Et même si les députés, tant à Ottawa qu'à Québec, sont en vacances estivales, quand même, la politique continue, des sujets qui marquent l'actualité. Et on va revenir sur quelques-uns de ces sujets dans les prochaines minutes avec Frédéric Bérard, qui est Politologue, politicologue. Les deux se disent. Les deux se disent. Bon, politicologue, c'est ça que je choisis, moi. Et avocat aussi en droit constitutionnel. Salut. Allô, Frédéric. Bon, on va parler de deux sujets. Et d'abord, on va revenir sur le NPD qui demande encore une fois aux libéraux de revoir sa loi antiterroriste. Il faut savoir que les libéraux avaient promis en campagne électorale, justement, de revoir certains aspects de la loi parce qu'eux, ils avaient voté quand même en faveur de cette loi qui a été adoptée sous les conservateurs. Et là, le NPD est tanné d'attendre. Là, il faut que ça change. Bien, il fait bien, je trouve. Ouais. Oui, il fait bien. Il fait bien parce que, tu te rappelles, c'était la loi qui avait été adoptée sous le gouvernement Harper, qui visait justement à lancer une pleure de banane aux libéraux en disant les libéraux vont voter contre Trudeau, hein, le fils de Trudeau, le père de la Charte canadienne, ne peut pas appuyer une loi comme celle-là, qui est une loi, à mon avis, qui est parfaitement liberticide, là, qui est très, très dangereuse d'un point de vue liberté civile. Okay. On permet, peut-être un petit topo rapidement, là, on permet, par exemple, à toutes les agences fédérales de s'échanger de l'information privée sur les individus. Par exemple, tu fais ton rapport d'impôt, le ministère du Revenu, l'Agence de Revenu Canada peut envoyer toutes tes informations personnelles à toutes les agences fédérales. Ah oui, ça, c'est une chose. OK. Une autre chose. On ouvre des brèches. Exact. 319 du Code criminel. On permet, en fait, on dit que quiconque rapporte les propos de quelqu'un qui aurait tenu justement des propos à saveur, disons, terroriste, est lui-même susceptible de la peine qui est prévue. Donc, un journaliste qui, en théorie, ça c'est pas arrivé encore, mais ça pourrait arriver, un journaliste qui relaie le propos pourrait être assujetti à la lettre, du moins, de cet article-là. Une autre chose, toi, sur Facebook, tu prends, par exemple, le message de quelqu'un que tu trouves complètement débile, que tu trouves islamophobe ou autre. Tu le partages? Tu le partages. En théorie, tu es toi-même dans le trouble. Et la meilleure, celle-là, elle est épouvantable. OK. Le fédéral peut te mettre sur ce qu'on appelle une blacklist, une no-fly list, ce qui veut dire que tu arrives à Dorval un beau matin avec ta valise, tes enfants, tout va bien. Dis, madame, il ne faut pas voyager. Mise de côté, qu'est-ce qui se passe dans la salle attenante? Vous êtes sur le no-fly list. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire. Je ne le sais pas, madame. La seule façon, tu peux plus sortir du pays. Okay. La seule façon pour toi, c'est d'aller contester en cour fédérale. Qu'est-ce que je fais là, moi, sur cette liste-là? Et tu sauras que la couronne fédérale n'est même pas obligée de te divulguer la preuve. Elle n'est même pas obligée de te dire pourquoi tu ne peux pas quitter le pays. Et elle peut même demander au juge, qui va être obligé de le faire, de te sortir de la salle, toi et ton avocat, pour que l'audience ait lieu ex parte, c'est-à-dire sans toi. Sans ta présence. T'imagines? Et sans la présence de ton avocat non plus. Ça, c'est ça, la loi C-51, qui est devenue la loi antiterroriste de 2015. Les libéraux, contre toute attente, l'avaient appuyé pour pas tomber dans le piège de Harper, évidemment, mais ils avaient dit on amendera les bouts qui feront pas qui sont plus dangereux éventuellement. Ça fait bientôt 9 mois. Il n'y a rien qui a bougé encore. Pourquoi? Parce qu'avec tous les attentats dans le monde, politiquement, c'est très, très dangereux d'aller jouer dans cette loi-là parce qu'il y a un prix politique. Oui, parce que si advenant le cas qu'il arrive quelque chose, on a changé la loi, elle est moins stricte et il arrive quelque chose qu'on aurait pu prévoir si jamais on ne l'avait pas changé, c'est quand même les libéraux qui vont se faire rentrer dedans. Le problème, c'est que c'est assez bien démontré que cette loi-là tire sur des trucs qui n'existent pas vraiment. Ça, non seulement ça va trop loin d'un point de vue charte, mais l'efficacité n'est pas là. Daniel Terrien, qui est tel comme ça à vie privée, dit « Faites jamais ça, cette affaire-là, c'est dangereux. » Il y a eu plein d'oppositions à gauche et à droite, à peu près tout le monde. Il n'y a pas d'efficacité formelle à ce niveau-là. C'était beaucoup plus une loi qui a été adoptée par Harper, rappelons-le, tout juste avant les dernières élections, pour dire « Moi, je vous protège, vous le savez bien. » Et voilà. Donc, voilà. C'est une promesse manquée pour tout de suite des libéraux. On espère qu'ils vont changer d'idée. Il me semble, si je ne m'abuse, cette semaine, c'est pas Ralph Goodale qui est sorti là-dessus en disant oui, c'est pas parce qu'il y a plein d'attentats partout. Ça s'en vient. On va voir ça à l'automne. Mais on verra. On verra. Ah ouais, tu leur fais pas tant confiance. On verra. Autre dossier qui, je sais, t'a fait énormément réagir cette semaine, c'est concernant la langue française. Et c'est Martine Ouellette, qui est d'ailleurs candidate à la chefferie du Parti québécois, qui, elle, veut en fait remettre le français comme étant la langue officielle du Québec, quoiqu'elle l'est déjà, mais selon elle, ça s'est perdu avec les années. Et là, elle veut même aller en Cour suprême pour débattre de son point, là. Bon. Ta réaction? On commence. Martine Ouellette, je l'aime bien. Je pense que c'est une bonne candidate. C'est une candidate qui est honnête, qui est indépendantiste, assumée. À gauche, je trouve que c'est une bonne candidate pour le PQ. Cela étant dit, il y a des limites à ce qu'on peut faire dire au droit. Est-ce qu'on veut que le Québec soit français? Oui. Est-ce que le Québec est français actuellement? Oui. Est-ce qu'il y a une langue... Est-ce qu'il y a une loi sur le fait que le français est la langue officielle du Québec? Oui. Depuis 1974. Il y a eu la loi 101 qui est venue s'ajouter à ça.
Là, Martine Ouellette, cette semaine, est sortie de ses pompes complètement en essayant de faire du droit constitutionnel, puis elle a dit franchement n'importe quoi. Okay. Elle a dit une loi qui n'est pas adoptée en français, un règlement qui n'est pas adopté en français ne devrait pas avoir de valeur officielle. Je suis prêt à aller en débattre en Cour suprême et j'utiliserai la clause dérogatoire au besoin pour renverser la décision de la Cour suprême, le cas échéant. Cour suprême qui est venue charcuter la loi 101, blablabla, le bon vieux discours. La réalité, c'est que tu ne peux pas utiliser la clause dérogatoire pour un truc comme celui-là. Ça n'a rien à voir. C'est un mécanisme qui touche la Charte canadienne, qui ne touche pas la loi constitutionnelle de 1867, celle qui a créé le Canada. Donc, c'est soit un mensonge éhonté pour des fins de stratégie politique, soit que c'est une bêtise totale. Donc, je ne sais pas qui conseille Martine Ouellette, mais c'est une erreur qui est franchement grave. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand le Canada est né, puis il n'est pas parfait, le Canada, évidemment, puis c'est pas moi qui va le défendre ici, c'est pas ça l'idée, mais l'idée de ce même bilinguisme dans l'adoption des lois pour le Québec, c'était qu'en échange d'un bilinguisme québécois, juste dans l'adoption des lois, le fédéral devait lui aussi adopter ses lois et ses règlements en français et en anglais. Le Manitoba, ça a été la même chose par la suite. Et quand on fait un tour de piste des provinces canadiennes actuellement, puis moi, je l'ai fait récemment, je te dirais, puis là, ça va peut-être te surprendre, la province qui a emprunté la voie de l'unilinguisme depuis 1982... Le plus? C'est Québec. Toutes les autres provinces, à des degrés divers. Là, je parle pas de la population, je parle pas de démographie, je parle pas du taux de bilinguisme chez Joe X, chez Joe Y, pas d'un point de vue individuel. Mais la plupart des autres provinces ont adopté graduellement, depuis la Charte canadienne, la voie du bilinguisme institutionnel, et j'insiste sur le terme. Par exemple, avec l'article 23 qui permet aux parents francophones d'envoyer leurs enfants à l'école francophone et ainsi de suite, et aussi et ça, on l'a vu souvent, ça n'a rien à voir avec 23, mais il y a plusieurs provinces qui ont adopté des lois sur les services en français. L'île du Prince-Édouard, en théorie, tu peux faire service en français. Nouvelle-Écosse, même affaire. Manitoba, ils viennent de le faire il y a 2 semaines. L'Ontario, ça remonte déjà à loin. L'Alberta est en train de considérer une loi à ce niveau-là. Donc, la plupart des provinces sont en train de se grailler, si je peux dire, de ce type de loi-là, ce que tu n'as pas au Québec. Au Québec, toute la loi sur la langue officielle... La loi 101 vous dit quoi? C'est le français qui prime, c'est le français qui est applicable. OK. Comment ça fonctionne? Explique-moi, parce que le Canada étant reconnu comme étant un pays officiellement bilingue, et le Québec, la loi dit qu'on est une province francophone. Là, qu'est-ce qui prédomine? Excellente question. En fait, les deux se concilient, dans le sens où les obligations qui sont faites pour le Québec, c'est d'adopter ses lois et ses règlements en français et en anglais. Les deux lois, les deux versions ont la même valeur juridique, si on veut. Mais il n'y a jamais vraiment eu de conflit d'interprétation à ce niveau-là. Fait que ça, pour moi, c'est plus symbolique. Et quand on dit que le français est la langue officielle du Québec, je pense qu'on est d'accord avec ça. Bon, les entreprises sont assujetties à la loi 101 pour la plupart, sauf les entreprises fédérales. Ça, c'est un autre sujet intéressant. Mais il se passe quand même quelque chose à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de contradiction formelle. Et quand on dit que la Cour suprême a charcuté le fait français au Québec, quand tu fais une analyse rigoureuse de ces arrêts-là, c'est pas tout à fait vrai. Souvent, les arrêts de la Cour suprême ont été rendus avant la Charte canadienne ou ils ont été rendus en vertu de la Charte québécoise qui, elle, a été adoptée par l'Assemblée nationale. Ça n'a rien à voir avec le fédéral. À la limite, ça n'a rien à voir avec le Canada comme tel. Donc, ça pour dire qu'il y a beaucoup de désinformation. Il faut y aller graduellement. Puis moi, évidemment, je suis d'accord avec que le français soit le... prédominant. Ben oui, ça va de soi. Puis que le Québec est francophone, ça, on est tous d'accord avec ça. Mais il faut pas oublier qu'il y avait un jeu de compromis aussi en 1867. Puis il faut pas faire dire n'importe quoi à la Constitution. Faut pas créer du droit constitutionnel fiction. Oui, c'est ça. Bon, ben parfait. Puis tu étais à même de le constater et d'être frustré cette semaine. Merci d'être venu nous expliquer ça. Frédéric Bérard, qui est politicologue ou politologue, comme vous voulez, et avocat en droit constitutionnel. Merci, bonne fête week-end. Salut. Au retour, on s'en va vraiment complètement ailleurs. On parle des abeilles. Donc, si elles peuvent parfois vous faire peur, elles sont surtout indispensables à notre système alimentaire. On en discute au retour avec le porte-parole de Miel Montréal. Mais d'abord, vos informations régionales de l'Estrie.